Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux en cette fin d'après-midi. Le Labo des Savoirs que je représente aujourd'hui en compagnie de Vassili Moreau à mes côtés est très heureux de commencer sa saison radiophonique avec un événement tel que celui-ci, c'est-à-dire la déflagration d'une sonde spatiale. C'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. Je précise, car on a le droit d'être un petit peu chauvin de temps en temps, que Nantes est la seule ville hors Paris à avoir organisé, préparé un événement autour de la fin de la mission Cassini. On peut donc être fiers et chanceux à la fois d'être ici aujourd'hui au pôle étudiant de l'Université de Nantes, n'est-ce pas, Vassili ? Oui, on est très chanceux et on est au taquet à Nantes et surtout on remercie ceux qui se sont mobilisés pour que ce soit possible. Le monde a déjà vu des dizaines de navettes spatiales décoller. Les hommes ont marché sur la Lune. La station spatiale internationale flotte en orbite depuis 18 ans maintenant. La mission spatiale internationale Cassini-Huygens, fruit d'une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, a marqué cette dernière décennie par de nombreuses découvertes sur le système de Saturne. Elle s'est clôt aujourd'hui, 15 septembre 2017, par un plongeon final de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne après un périple de plus de 13 ans autour de la planète aux anneaux. Le laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes, dont l'une des spécialités est l'étude des lunes de Saturne, a eu le privilège de participer activement à cette mission et à contribuer à certaines de ces grandes découvertes. Avec la fin de Cassini, une page se tourne dans notre conquête de l'espace, un espace qui nourrit depuis très longtemps notre goût de la découverte et repousse toujours plus loin les frontières de notre imaginaire commun et individuel. Que nous réserve donc le futur de l'exploration spatiale ? Quels sont les objectifs, mais aussi les limites qui accompagnent ces nouveaux défis ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter aujourd'hui avec nos invités. J'ai nommé Olivier Grasset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, professeur à l'Université de Nantes et membre du LPG, le laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes que j'ai cité juste avant. Et vous venez également d'être nommé vice-président à la recherche de l'Université de Nantes. Bravo. Merci. Ça se dit, entre gens civilisés. On peut se féliciter. Avec nous également Florence Porcel, scientifique, vulgarisatrice de son état, auteure de la BD Mars Horizon, qui est juste là d'ailleurs, qu'on peut faire circuler peut-être pendant la conférence. Bonjour. Bonjour, juste, je ne suis pas scientifique. C'est une précision importante. Vulgarisatrice, alors voilà, c'est ça. On se contentera de ça, c'est déjà pas mal. Oui. Et David Fossé est à vos côtés également, journaliste scientifique, pour le coup, et rédacteur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace. Bonjour. Bonjour. Je précise au public, à l'audience, que vous pourrez poser vos questions à nos spécialistes à la fin de cette conférence. En attendant, je vous propose de commencer avec quelques images. Gabriel Toby, vous nous avez préparé un petit montage vidéo, une petite vidéo courte de 3 minutes, et je vous laisse la commenter en direct. Merci. Ouais. Merci Agathe. Donc, je vais vous envoyer pendant 3 minutes découvrir ce qu'on a exploré ces dernières années grâce à Cassini-Huygens et par différentes missions, et je vais vous présenter les futurs projets qui sont en gestation et les idées à plus long terme pour l'exploration du système solaire. Allez, c'est parti, on commence. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Cassini-Huygens vient de se terminer par un plongeon final dans Saturne. Donc, elle s'était mise en orbite autour de Saturne en 2004. Et depuis 2004, elle nous a fait des énormes découvertes sur les lunes, notamment de Saturne, Titan en se posant en 2005. Et je vous laisse découvrir le commentaire du directeur de l'ESA à l'époque, lors de l'atterrissage de Huygens. So we are the first visitors of Titan, and the scientific data that we are collecting now shall unveil the secrets of this new world. As a matter of fact, we have got through the ground stations the signal delivered by Huygens long after the touchdown, more than 2 hours.
and Cassini has just started to deliver the data collected during the descent of Huygens. Donc 12 ans plus tard, Cassini a fini sa vie dans Saturne. Et pendant toute cette grande période où on a découvert plein de choses sur la Lune de Saturne, on a également découvert de nouveaux aspects, notamment grâce à la découverte d'exoplanètes autour d'autres étoiles, grâce à de différents projets, dont Spitzer. Et notamment cette année, on a découvert des planètes qui avaient de type terrestre. Et la mission James Webb Telescope nous permettra probablement de découvrir de plus en plus de ces planètes dans les années qui viennent. En parallèle, comme vous le savez, sur Mars, l'exploration s'intensifie de plus en plus. On a différents projets qui vont bientôt se poser sur Mars. InSight en 2018, ExoMars en 2020, Mars 2020 en 2020, comme vous pouvez le voir. Et puis à plus long terme, on a des projets assez ambitieux d'exploration des systèmes de Jupiter, notamment Europa Clipper, qui est une mission NASA qui va aller explorer une des lunes de Jupiter, qui s'appelle Europa, et qui va nous permettre peut-être de révéler les secrets qui se cachent sous sa glace à plusieurs kilomètres de profondeur, et peut-être nous confirmer la présence d'un environnement habitable dans son océan. Nous avons également une mission très ambitieuse qui va être envoyée par l'Europe, donc la mission la plus importante envoyée par l'Europe dans l'exploration du système solaire externe, donc qui s'appelle JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer. Donc probablement qu'Olivier Grasset vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et cette mission est une mission qui va explorer le système de Jupiter dans son ensemble et également plusieurs lunes de Jupiter, en particulier Ganymède qui est sa lune principale, et JUICE se mettra en orbite autour de Ganymède. Donc voilà pour la planification à 10-20 ans. Et puis à plus long terme, on peut commencer à rêver à de l'exploration humaine. Peut-être une exploration sur Mars pourrait être possible à partir de 2050. En tout cas, il y a des plans, il y a des études qui se font à la NASA. À beaucoup plus long terme, et là on rentre plus dans l'anticipation de la science-fiction, on pourrait envisager, une fois qu'on aura posé le pied sur Mars, aller plus loin dans le système solaire. Et pourquoi pas aller même explorer Europe, cette fameuse lune de Jupiter qui pourrait abriter un océan sous sa surface. Donc ça, c'est des extraits d'un film qui a été fait en 2013 qui s'appelle Europa Report. Donc c'est de la science-fiction, mais ça sera peut-être plus de la science-fiction dans quelques dizaines d'années. Et puis à encore plus long terme, on pourra peut-être envisager, une fois qu'on aura été capable d'aller sur Europe, d'aller se poser sur Titan, peut-être qu'on pourra commencer à développer des bases, et notamment sur cette lune Titan qui a son atmosphère qui pourrait protéger une base. On pourrait peut-être envisager une base scientifique et une base même d'exploration pour aller plus loin dans le système solaire. Donc ça, c'est une spéculation qui avait été proposée dans le film à la conquête de Titan que nous avons diffusé cet après-midi et qui nous ouvre des nouveaux espaces d'exploration dans le système solaire. Merci beaucoup Gabriel Toby pour cette vidéo, pour ce générique à l'art Star Wars. On aura tous remarqué cette petite dédicace. Avant de rêver à ce qu'on pourra faire dans les quelques décennies qui viennent, on va peut-être commencer par évoquer ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être accompli. Olivier Grasset, je vais me tourner vers vous dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi a consisté exactement le travail du LPG dans le cadre de la mission Cassini ? Oui, facilement. On a deux rôles au LPG dans le cadre de la mission Cassini. Le premier d'entre eux, c'est... Alors, je vais plutôt recaler la mission. On est sur une mission extrêmement ambitieuse où il y a énormément d'instruments. Et aucun laboratoire dans le monde n'a une responsabilité qui pourrait correspondre au fait qu'il a la main mise sur une stratégie d'observation du spacecraft, enfin de l'engin spatial dans son ensemble. Par contre, la logique, c'est qu'il y a des laboratoires qu'on va privilégier comme étant des moteurs dans la stratégie d'observation parce qu'ils pilotent eux-mêmes des instruments. Et chaque instrument est en quelque sorte sa propre autonomie. Et dans ce contexte-là, en fait, le laboratoire a été essentiellement impliqué dans la planification des observations du fait de l'implication de deux personnes essentiellement du laboratoire sur l'instrument qui est le spectro-imageur infrarouge WIMPS. Et spectro-imageur infrarouge WIMPS, en fait, lui-même est découpé sur plusieurs phases, en fait, enfin sur plusieurs plans d'observation. Et en fait, le labo a été focalisé sur l'observation de Titan.
Parce que WIMS ne travaille pas de la même façon sur les observations de Titan, où il faut passer à travers l'atmosphère, ou ce qu'il va faire sur les autres lunes, ou ce qu'il va faire sur Saturne. Et donc notre domaine de spécialité, c'est les lunes. Le domaine de compétences instrumentales, c'était WIMS. Et donc le premier rôle qu'il y a eu, c'est sur WIMS, Titan, planification des observations, stratégie d'observation. Le deuxième rôle, il est en aval, c'est-à-dire une fois que les données sont prises, il n'y a pas que les données WIMS, il y a les données de tous les autres instruments. Et ce stade-là, en fait, beaucoup plus de laboratoires sont impliqués, mais évidemment, le LPG, en tant que propriétaire de données, a en quelque sorte la primeur sur pas mal de traitements. Et énormément de gens dans le labo sont impliqués sur, en fait, la caractérisation des surfaces et des structures internes, non pas de la quasi-totalité, mais des principales lunes de Saturne, et essentiellement Titan bien sûr, mais aussi Encélade. Bon, il y a d'autres petites lunes moins connues sur lesquelles on a bossé, mais voilà, ça, un travail en amont, un travail en aval. Plus sur l'interprétation des données récoltées du coup. Complètement. Et ça, il y en a encore pour 20 bonnes années avant qu'on arrête de travailler sur les données Cassini. D'accord, il y a du boulot. Donc justement, vous venez de l'évoquer, parmi les lunes de Saturne que l'on connaît mieux désormais depuis cette mission Cassini, il y a Titan. On parle de Titan comme d'un laboratoire de la vie, hein, une sorte de stade primitif de développement auquel la Terre aurait pu ressembler. Est-ce que c'est juste d'en parler en ces termes ? Voilà. Vous connaissez mon point de vue, c'est pour ça que vous me demandez. Non, je fais partie des gens qui ne sont pas très chauds avec ça. Je n'ai aucun état d'âme à dire que Titan est bien évidemment un objet extraordinairement pertinent pour tout un tas d'études associées on va dire, à la complexification de la chimie. C'est-à-dire, je dis toujours, entre ce qu'on appelle la chimie complexe, les molécules organiques, tout ce qu'on va trouver dans les comètes, où on va, c'est vrai, trouver toute la chimie du carbone nécessaire aux vivants, et la base même de la biologie pré-ARN, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à faire des briques du vivant pour faire simplement les premiers acides aminés, il y a une lacune considérable. Et cette lacune considérable, c'est vrai, Titan nous offre un laboratoire naturel dans lequel on peut peut-être trouver des éléments qui sont en quelque sorte ces chaînons manquants entre les briques élémentaires qu'on trouve partout dans le système solaire et des éléments aussi simples qu'ils soient dans le domaine du vivant qu'on va trouver que sur Terre. Donc pour ça, c'est extrêmement pertinent. Mais moi, vous ne me ferez jamais franchir le pas à aller dire que Titan est habitable ou que c'est vachement intéressant pour les origines de la vie. On le rappelle, 97 Kelvin en surface, moins 180 degrés Celsius, c'est la barrière absolue à toute cinétique, chimique pertinente pour un dynamisme vivant. Donc ça, moi, j'y crois pas. Voilà, je m'en cache pas, mes collègues sont d'accord ou pas avec moi, mais globalement, on se prend pas trop la tête là-dessus. Je sais que médiatiquement, c'est important de parler de Titan par rapport à la vie, mais je ne remets certainement pas en cause son intérêt scientifique, y compris pour les origines de la vie. Mais je n'irai jamais jusqu'à dire que c'est un intérêt pour l'étude du vivant. On a entendu certains spécialistes dire que c'était en soi exceptionnel qu'une lune ait une atmosphère. En quoi est-ce que c'est exceptionnel, ça ? Qu'est-ce que ça va être surprenant exactement ? Comptez sur les doigts de votre main combien de lunes ont une atmosphère dans le système solaire et vous verrez pourquoi c'est exceptionnel. C'est la seule. D'accord. Réponse claire et précise. C'est pas exactement vrai si je vais plus loin, d'accord, mais dans le système, si on parle de Jupiter, Saturne et de tout ce qu'il y a dans le système interne, c'est la seule lune, y compris sur Saturne où il y a plus de 80 lunes, c'est la seule lune qui a une atmosphère. Donc le côté exceptionnel, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste exceptionnel et extrêmement difficile à comprendre. Oui, et justement, alors, ce qu'on voit certainement à l'image, non, ça c'est pas Titan, mais sur Titan, l'atterrisseur Huygens a fait des jolies photos. Et toutes les données réceptionnées par Cassini et l'atterrisseur Huygens, quelle répercussion sur quel domaine professionnel ou de la vie courante est-ce que ça va avoir des répercussions ? Est-ce qu'on peut savoir déjà le fait qu'il y ait cette atmosphère de cette nature est-ce qu'on peut en déduire des découvertes après pour la vie sur Terre ? J'ai pas compris la question. Alors moi je peux répondre si. Bah, voilà. Alors à l'avenir je sais pas, mais c'est déjà passé quelque chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on utilise tous les jours. Enfin pas moi parce que j'aime pas ça, mais les chips. Tout le monde sait ce que c'est que des chips. Tout le monde a mangé des chips. Bon.
Eh ben, figurez-vous que l'empaquetage des chips est vient directement de le système d'ingénierie qui a été mis au point pour faire atterrir Huygens sur Titan. Voilà. Depuis quelques années, en fait, depuis la fin des années 90, il y a une usine d'un industriel allemand qui est allé voir les ingénieurs de l'ESA qui ont travaillé sur Titan en leur disant physiquement, visiblement, c'est la même chose de faire atterrir un atterrisseur dans une atmosphère telle que celle de Titan, et que de faire atterrir des chips dans un paquet de chips sans les briser en 1000 morceaux. Et donc, du coup, ils ont travaillé les uns avec les autres. Et alors que Huygens n'avait pas encore atterri, donc il avait vraiment fait. C'était la technologie. C'était la technologie. Elle n'avait pas été, encore prouvée que ça fonctionnait bien. Mais en tout cas, ils lui ont fait confiance. Et du coup, ça a permis d'empacter les chips avec, je crois, 20% de miettes en moins et pour 10 fois plus vite. Enfin, bon, bref, du coup, un gain de temps et d'argent considérable pour cet industriel qui empactait les chips. D'accord. Donc Huygens a sauvé des chips. Du coup, non, mais je sais pas si quand vous mangez des chips, moi je me suis toujours demandé comment c'était possible qu'il y ait si peu de miettes à l'intérieur des paquets de chips. Mais ils mettent les chips une par une, comment ça se passe? En fait, non, ils les empaquettent évidemment le plus vite possible, mais voilà. Et donc cette technologie, en tout cas, a été récupérée dans l'industrie, pour un truc aussi bête que des chips. Et d'ailleurs, il y a un prix de l'ESA qui a été, un prix qui récompense justement. Le fait de l'industrie d'aller chercher des techniques dans le spatial pour les mettre dans le quotidien. Donc il y a un prix pour ça à l'ESA et ils ont eu le premier prix pour ce projet-là. Donc faire atterrir un atterrisseur sur Titan, c'est la même chose que faire qu'empacter les chips. Merci, parce qu'entre-temps, je crois que j'ai compris la question. Avec plaisir. Si je l'ai bien capté, et en quoi les mesures de Huygens ont permis de mieux comprendre ce qu'il y a, en quoi Titan est associé aux problèmes de la vie et du vivant, etc. Entre autres, oui. Ouais. Ça se trouve, c'est moi qui ai mal compris la question, qui mais complètement à côté. Non, mais du coup, il y a deux compréhensions, donc c'est très bien. Et bon, pour faire très bref, il y a plein de réponses, mais la première qui vient à l'esprit, c'est que c'est la vérité terrain. C'est-à-dire qu'une caractéristique de ces missions lointaines, qui n'ont rien à voir avec les missions martiennes, c'est que tout ce qu'on découvre se fait évidemment à distance. Donc ce qu'on appelle essentiellement le remote sensing, c'est-à-dire nos caméras, nos spectro-imageurs, le radar, etc. vont voir la surface, mais après c'est un problème. La data, c'est juste du spectre, de l'image, du pixel, etc. De passer de ça à ce que je viens de vous dire sur la certitude que nous avons tous, qu'il y a bien un maillon manquant dans la chimie complexe, nécessite une vérité terrain. Et Huygens l'a apporté. Le fait que cet objet, ça a fonctionné, c'est de la mesure in situ de la composition de l'atmosphère, c'est de la démonstration de la complexité qu'on avait déjà comprise, mais c'est une quantification ultra précise de la chimie complexe qu'il y a sur place et qui permet du coup, qui aide énormément ensuite à l'interprétation des données qui sont prises depuis Cassini. Alors, je sais pas voilà l'élément de réponse que je donnerais. Moi, si vous me permettez, j'ai envie de la comprendre d'une troisième façon, votre question, et elle est vraiment très riche finalement. Si on fait ça sur toutes les questions, ça va être très long. Ouais, mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, en tout cas, moi, je milite pour défendre l'idée que tout ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'exploration de l'espace, se poser sur Titan, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à nous faire rêver, parce que c'est aussi finalement un moteur puissant de l'humanité d'aller toujours découvrir de nouvelles terres, de nouveaux endroits. Et ce qui est important, c'est que c'est une aventure qui a pu être partagée par le plus grand nombre. Quand Huygens s'est posé sur Titan, j'étais à Darmstadt, au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne. L'événement était extraordinaire, il a été rediffusé dans le monde entier. Et je pense qu'on a été nombreux, et comme Philae récemment, peut-être plusieurs d'entre vous ont suivi l'atterrissage, on a été nombreux à se dire « Waouh, c'est superbe, c'est magnifique ». Pourquoi ? Parce qu'on découvre pour la première fois un paysage extraterrestre, parce qu'on a le sentiment de vivre une aventure unique. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se posait sur Titan, c'était quand même extraordinaire. Voyager, il faut se rappeler que la sonde Voyager était passée très rapidement, avait vu une boule orange qui avait un peu déçu tout le monde parce qu'on savait bien qu'il y avait une atmosphère, mais en même temps, quand on a vu ce qu'on a vu, finalement, on ne voyait pas grand-chose de plus. L'intérêt des instruments qui ont été embarqués sur Cassini, c'est d'avoir pu traverser, percer cette couche opaque et enfin révéler des paysages qui étaient très surprenants. Et quand Huygens se pose, voilà, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu
Et c'est beau, et je pense que ce moteur-là, simplement le moteur de l'exploration, le fait de découvrir, eh ben on est un peu, là je reprends une image d'André Breuil, de feu André Breuil, qui a beaucoup fait, et pour la vulgarisation de l'exploration spatiale, et en particulier Cassini. Effectivement, on est un peu à la proue du navire quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, quoi. On est là, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas Olivier Grasset tout seul à la proue du navire. On est beaucoup, on est nombreux, on est tous là. Et je pense que ce moteur-là, en fait, est suffisant. Et je pense que, de mon point de vue, il justifie complètement l'exploration spatiale et les milliards qu'on met là-dedans. Donc, c'est une question que vous allez nous poser peut-être souvent. À quoi ça sert, effectivement et si ça sert pour les chips, c'est génial, parce qu'effectivement, tant qu'à faire... C'est une application très concrète. Ça sert aussi à l'industrie, hein, il ne faut pas se mentir, ça sert à des tas de choses. Mais je pense que le moteur principal, Olivier Grasset, il ne fait pas ça pour l'industrie. Je pense qu'il fait ça parce qu'il a envie de faire ça, parce que l'exploration le passionne. Et je pense que le moteur initial, c'est quand même celui-là. Donc il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'on peut défendre, à mon avis, l'exploration spatiale juste pour ça. Juste pour le rêve. Le côté fédérateur aussi. Le rêve, la découverte, hein, et puis l'exploration, et puis comment dire, pas que le rêve, aussi l'expansion du domaine de nos connaissances. Enfin, c'est clairement ça, donc c'est la découverte. Mais comme c'est pas quelque chose de très palpable, c'est pour ça qu'on repose sans arrêt cette question. Florence Porcel, c'est moi. C'est voilà, vous. J'ai sursauté. Absolument. Voilà. Je disais en introduction que, et on vient de le redire avec David Fossé, l'espace fait marcher notre imaginaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait marcher le vôtre, puisque vous êtes l'auteur de la bande dessinée Mars Horizon, qu'on vous a montré tout à l'heure. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir afficher quelques planches à l'écran. Voilà. C'est la couverture. Elle est géniale. Enfin, je suis pas très objective. Mais c'est pas moi qui ai dessiné. Mais parce qu'en fait, elle fonctionne dans tous les sens. Si vous prenez la BD qui tourne, je sais pas, quelque part, si vous la mettez allongée ou dans l'autre sens ou à l'envers, elle fonctionne quand même. Elle est trop belle. Voilà. Je voulais un petit salut à Erwan Surcouf qui a fait cette magnifique dessin. Est-ce que vous considérez votre bande dessinée comme une œuvre d'anticipation, si je puis dire ? Oui, c'était une bonne question, ça. En fait, le principe de base du projet, c'était de faire une bande dessinée qui soit à la fois une histoire de fiction et à la fois de la vulgarisation scientifique. Moi, j'ai inventé le mot vulgarifiction, parce que je trouve que voilà, ça passe bien. Mais donc, du coup, il y avait une vraie ambition et une vraie volonté de se baser sur les faits scientifiques et de ne pas être complètement farfelu, même si c'est effectivement de la science-fiction, parce que ça se passe en 2080. Et que forcément c'est dans le futur, donc c'est de la science-fiction, mais j'ai travaillé avec des scientifiques, avec des ingénieurs, avec des gens dont c'est le vrai métier, pour qu'ils relisent le scénario et qu'ils me disent ça c'est pas possible maintenant, mais oui, en 2080 effectivement c'est pas farfelu, ou alors oui, ça existe déjà et il y a pas de problème. Donc je crois que c'est la définition de l'anticipation, effectivement, c'est de prendre les éléments du présent et d'aller un petit peu plus loin dans le futur et les utiliser comme ça. Donc oui, je pense que la réponse à la question est et oui, c'est de l'anticipation plus que de la science-fiction. Ouais. Justement, une petite digression sur l'anticipation. Dans Mars Horizon, le héros est une héroïne, c'est une femme. Et il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, c'est la moitié de l'équipe si je me trompe. Oui, ça fait pas beaucoup, ça fait la moitié. Oui, en effet. Mais justement, est-ce que vous pensez que le rôle des femmes à l'avenir sera plus important ? J'espère, parce qu'il l'est pas assez aujourd'hui. Donc juste rééquilibrer la balance. Voilà, mais je pense que alors il y a encore beaucoup de travail, mais les dernières sélections d'astronautes de la NASA sont parfaitement paritaires, donc il y a de quoi être optimiste. C'est pas le cas à l'ESA, mais il y a pas beaucoup de sélections d'astronautes, donc voilà. Mais oui, je l'espère en fait. C'est juste rééquilibrer la balance, parce que là, dans le corps des astronautes, c'est 10% de femmes. Voilà, c'est ce qui n'est pas beaucoup par rapport à l'humanité évidemment. Donc il y a encore une sous-représentation de l'humanité dans le corps des astronautes. Et il y a encore des soucis, même quand elles sont sélectionnées. Je prends toujours cet exemple des astronautes chinoises, de l'astronaute chinoise, à qui on a demandé de ne pas avoir d'odeur corporelle, d'avoir les pieds doux et d'avoir accouché naturellement. Ce qu'on ne demande évidemment pas aux hommes qui se présentent. Voilà, parce que
pour des raisons tout à fait sexistes. Donc même quand il y a des femmes, on leur demande des choses qui sont complètement ahurissantes. Donc ça avance, mais on n'y est pas encore. Et ça se passe en 2080, donc je me suis dit que 2080, voilà. Oui, puis ça vaut pour tous les secteurs de la recherche. Oui, non, mais ça vaut pour tous les secteurs de toute la vie, de partout. Voilà. Et puis surtout, oui, ça me paraissait important déjà de faire un équipage parfaitement paritaire, et puis aussi avec des diversités ethniques aussi. En fait, une mission vers Mars, je pense sincèrement qu'on n'ira pas tout seul. C'est-à-dire la NASA n'ira pas toute seule, l'ESA n'ira pas toute seule, les Chinois n'iront pas tout seuls non plus. Donc ça sera une mission vraiment qui comprendra l'humanité et qui aura un potentiel de symbole ou de représentation. Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment, il faudra, comme ça sera une mission humaine, il faudra que tout le monde soit représenté le mieux possible. Donc après, il y a forcément des considérations politiques, qui met le plus d'argent et donc qui aura le plus d'astronautes dans l'équipage. Forcément, j'ai pris en compte tout ça, et c'est pour ça qu'il y a 2 Américains sur 6 astronautes dans ma BD, parce que j'ai essayé de pas être complètement dans l'utopie, mais 3 hommes, 3 femmes, ça me paraît pas complètement incroyable. Même pour l'année prochaine, par exemple. C'est de l'ordre du faisable, je pense. Ouais, ça va le faire. Ouais, on n'est pas dans l'utopie à ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Du coup, dans votre bande dessinée, on s'installe, l'humanité, en tout cas 4 humains s'installent sur Mars. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment commencer à envisager, Olivier Grasset, une installation humaine sur Mars ? Ou autre, d'ailleurs ? L'envisager, on peut l'envisager depuis Sérieusement, des millénaires. L'envisager dans le contexte des programmes spatiaux, ça n'est pas d'actualité. C'est le côté anticipatif. Non. Pour le coup. Ça n'est pas d'actualité. C'est aussi clair que ça, dans le sens où aucun budget n'est disponible et n'est provisionné dans les 50 années qui viennent, que ce soit à la NASA, que ce soit à l'ESA, que ce soit dans la majorité des nations. Je vais rester des agences, je vais rester un peu plus prudent avec les Chinois, qui sont, je pense, capables d'y aller tout seuls, s'ils le veulent. Mais c'est beaucoup plus délicat de savoir vers quoi ils vont. Bon, cela étant, les projets existent, évidemment, les discussions existent. À ce stade, la discussion, c'est de savoir quels sont les paliers avant d'aller sur Mars. Il y en a plusieurs. Mais dans tous les cas, personne ne se risque à parler d'un voyage vers Mars. 2080, je pense que c'est raisonnable. C'est globalement, c'est-à-dire que ça veut dire, c'est raisonnable dans le sens où on se projette de toute façon pas jusqu'en 280 dans les agences. On se projette jusqu'en 2030 et après, on est dans le contexte plus des prospectives. Qu'est-ce qu'on fait après 2030 ? Et on parle des 20 années qui suivent. Et je suis donc en 2050 et personne ne parle du vol habité vers Mars. Voilà. Donc, je parle au niveau professionnel. Ce qui ne signifie pas que d'ici 2050, il y aura des initiatives privées qui n'iront pas sur Mars. C'est un autre débat. Mais je rappelle quand même qu'à ce stade, notre vrai et unique souci, je parle en termes d'agence, et que nous sommes juste convaincus que de toute façon le futur martien ne revient pas. Donc je ne connais pas cette BD, je pense que c'est peut-être l'idée, mais le contexte actuel est que de toute façon on ne peut pas le faire revenir vivant. Donc à partir de là, au-delà des problèmes de contexte budgétaire, on préfère pas trop en parler. Voilà. Vous évoquez des étapes à passer avant d'envisager une installation. C'est quoi ces étapes exactement ? Alors ça change tous les 10 ans, mais aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler, mais ce qui est en train de sortir côté américain, c'est ce qu'on appelle le Deep Space Habitat. Donc ils sont en train de mettre en place, je pense que ça va venir, ils sont en train de mettre en place la logique qu'après l'ISS, Station Spatiale Internationale, on va en fait développer une station internationale, mais qui, au lieu d'être autour de la Terre, en fait, gravite sur une orbite extrêmement elliptique autour de la Lune. Ce qui permet d'aller très loin au-delà de la Lune, dans un environnement beaucoup plus hostile, on va dire, en tout cas éloigné de la Terre, et qui est un premier pas dans cette logique du vol très très loin de la Terre, en isolement, sous-entendu, c'est pas une seule personne, mais qui permet de configurer un peu plus déjà un vol habité à plus long terme, et qui permet de faire tout un tas de travaux scientifiques, quoi qu'ils valent, qui sont au-delà de l'orbite terrestre. C'est une des étapes. Vous avez peut-être entendu parler de l'idée, évidemment, d'aller sur la Lune et d'installer des bases sur la Lune. À ce stade,
aucune agence, à ma connaissance, ne voit très sérieusement ou n'est prêt à mettre des budgets là-dessus parce qu'il n'y aura aucune justification scientifique. Les budgets sont... Enfin, il y en a, hein, mais je veux dire pas qui justifierait les budgets qui doivent être mis sur la table pour le faire. Mais pour autant, ça paraît pertinent simplement pour avoir une base de lancement lunaire qui est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup moins coûteuse que d'être depuis la Terre. Et enfin... un de très nombreux projets, c'est qu'il est finalement assez facile d'aller se poser et de rester un moment sur un astéroïde ou une comète, pourquoi pas. Et peut-être qu'à un moment, peut-être certains l'avaient entendu parler dans le programme spatial au temps d'Obama. La NASA avait très sérieusement considéré qu'un jalon obligatoire avant le vol habité vers Mars, c'était le vol habité vers un astéroïde. Beaucoup plus facile à faire en fait. Et parce qu'il est facile de revenir. Il est facile de repartir d'un astéroïde. Mais à ma connaissance, pour l'instant, c'est en stand-by et c'est pas quelque chose qu'on va voir. David Fossé. Oui, c'est vrai que le voyage vers Mars, c'est quand même un sujet compliqué parce que ça fait peut-être 40 ans qu'on dit dans 20 ans, on se posera sur Mars. Donc c'est toujours décalé dans le futur. C'est un peu comme l'horizon, hein, quand vous êtes en bateau et vous l'atteignez évidemment jamais. Donc effectivement, il y a eu des projets successifs. Alors on a tous cru à un moment que ça se ferait, puis finalement non. Il y a eu les projets dont vient parler Olivier Grasset. Donc effectivement, aller vers un astéroïde. La Lune, en ce moment, le nouveau directeur de l'Agence spatiale européenne parle beaucoup de son Moon Village, donc cette idée d'installer une base lunaire permanente. Alors il en parle beaucoup, on a l'impression que ça lui tient à cœur, et en même temps, effectivement, quand on regarde les budgets de l'Agence spatiale européenne, il n'y a pas une ligne là-dessus. Donc ça veut dire quoi? C'est de la communication, c'est un peu ce qu'on peut craindre. Et puis il y a quelque chose qu'il faut aussi toujours garder en tête quand on parle de vol habité et d'exploration humaine du système solaire, c'est que, en fait, dans les agences, on raisonne mission scientifique. Enfin, quand on parle d'espace, on pense aux robots, aux missions scientifiques, et on parle du vol habité. Ce sont deux secteurs qui sont, en fait, séparés dans la tête des gens. Donc, grosso modo, je caricature, et peut-être que Olivier Grasset me contredira, mais grosso modo, les scientifiques sont plutôt pro-exploration robotique du système solaire et ne voit pas immédiatement l'intérêt d'aller poser de nouveau des hommes sur la Lune, puisqu'effectivement dans les années 70, quand on a posé des gens sur la Lune, on en a ramené des roches martiennes, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça n'a pas servi à grand chose parce que les gens qu'on a envoyés n'étaient pas extrêmement pointus, c'était pas des géologues par exemple, il y en a eu un. Et puis après il y a les pro-vols spatiaux habités, exploration spatiale, qui disent mais si, il faut absolument aller sur Mars et rapidement. Et il y a quand même un débat qui existe toujours, et effectivement les budgets des agences ne sont pas extensibles. Et quand on regarde ce que coûte un voyage vers Mars, habité, je veux dire, avec des gens sur place et un retour, il y a peut-être que certains préfèrent qu'on envoie des sondes sur Uranus, Saturne, etc. Les plus idéalistes disent, mais il faut faire les deux. Et ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un principe de réalité qui fait qu'en réalité, souvent, il y a un arbitrage à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde les budgets, ce sont des missions, effectivement, envoyer JUICE, c'est 1 milliard. Donc ça, c'est les grandes missions de l'Agence spatiale européenne. Il y a une mission qui s'appelle LISA qui va détecter les ondes gravitationnelles, donc les fusions de trous noirs. Très intéressant aussi, 1 milliard. Bon, alors 1 milliard plus 1 milliard, font 2 milliards. Ce sont des sommes astronomiques, on peut le dire en l'occurrence. Et à la fin des fins, il y a vraiment une question budgétaire derrière toutes ces questions. Mais, oui, allez-y, complétez. Je sais bien qu'on passe trop de temps sur la question, mais d'abord je confirme, c'est pas les mêmes scientifiques. Et ensuite je confirme, les deux sont extrêmement cloisonnés. Le vol habité d'un côté, les départements vol habité, le département exploration scientifique, c'est deux mondes qui ne communiquent pas. Pas trop, disons. C'est pas les mêmes scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le vol habité, il est motivé, il se fait sur des considérations qui n'ont rien de scientifique. Très simple. Quand je dis ça, j'ai tout dit. Après, les scientifiques sont consultés en aval, une fois qu'une mission va sortir, pour savoir comment est-ce qu'on peut la valoriser, au moins parce que tant qu'à la faire partir, est-ce qu'il n'y aurait pas de la science à faire avec ? C'est le cas typique de la station internationale. Et oui, il y a de la très belle science à faire avec, mais elle va concerner surtout le monde de la biologie, le monde de la physique fondamentale, des expériences de chimie, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, mais qui n'est pas du tout, ou très très rarement connecté avec la science et la communauté scientifique qui va explorer le système solaire et explorer au-delà du système solaire les étoiles, les galaxies, etc. Donc c'est deux mondes qui se parlent assez peu. Les motivations ne sont pas les mêmes. Par contre, je me permets juste de corriger un point, c'est que les deux sont bien toujours faits en parallèle et que les budgets
budgets sont très clairement cloisonnés et qu'il n'est pas question d'aller pomper de l'un sur l'autre et que c'est pas du tout à l'ordre du jour chez qui que ce soit. Et je suis d'accord, tant mieux, parce que les deux sont sans doute nécessaires pour des raisons qui n'ont rien à voir. Oui, mais l'enveloppe globale des agences ne grossit pas. Le budget global des agences, évidemment, ne grossit pas. C'est comme ça. Mais il n'est pas question à ce stade de dire on va privilégier plutôt une thématique qu'une autre. De même qu'il n'y a pas que celle-là. Hein, il y a toute la thématique observation de la Terre qui accapare énormément de budget des agences, et heureusement. Et pour l'instant, il n'est pas question de remettre en question ces cloisonnements. Cela dit, j'ai remarqué que l'administrateur de la NASA qui vient de nommer Donald Trump, manifestement, alors c'est un sénateur, je crois, républicain, un ancien de la Navy, un ancien pilote qui a servi en Afghanistan et en Irak. C'est un très fervent du vol spatial habité. Et manifestement, sa doctrine, c'est vraiment, l'espace, oui, mais pour l'exploration spatiale habitée, pour aller vers des endroits où l'homme n'est jamais allé et où les Américains doivent être les premiers, et pour construire des bases. Donc ça irait plutôt dans le sens d'un quelqu'un qui serait vraiment en faveur du développement, soit d'un voyage vers Mars, soit en tout cas d'un retour vers la Lune. Et en revanche, quand on regarde un peu ses prises de position, et c'est quand même l'administrateur maintenant actuel de la NASA, il pense que le réchauffement climatique, c'est pas tout à fait sûr. Et puis il n'a jamais rien dit vraiment, il n'a jamais montré un quelconque enthousiasme pour la science. Alors je sais pas, hein, les présidents passent et les administrateurs aussi, donc je sais pas s'il aura la capacité de réorienter lui la politique de la NASA, mais en tout cas, voilà, ces gens-là sont pas placés à la tête des agences pour rien, et ils peuvent aussi éventuellement réorienter, couper dans des budgets et arbitrer en faveur d'un aspect ou de l'autre. Et pourtant, ce sont tous des scientifiques. On peut tous les considérer comme des scientifiques ou pas ? Lui, c'est pas un scientifique en l'occurrence. On va éviter de trop dévier là-dessus, mais bien évidemment. C'est un cas précis. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais juste te dire que la seule vérité, c'est qu'en effet, les administrateurs changent. Et les programmes spatiaux, aucun ne se construit en 20 ans. Enfin, je veux dire en 3 ans. Ils se construisent en 10 ans, 20 ans, etc. Et le passé parle... Enfin, je veux dire, pour témoigner de ça, on a tous vécu... Enfin, vous en rappeliez pas, la majorité des gens dans la salle, mais on a tous vécu la vision Bush, ce qu'il appelait la vision cosmique, qui était qu'on allait planter le drapeau américain sur la Lune pour ajouter une étoile au drapeau américain. Et évidemment, l'administration Bush a lancé ce programme spatial de manière très catégorique en réorientant tous les budgets. Aucune agence n'est à l'abri de ce genre de stratégie qui est il va falloir mettre un accent énorme sur telle orientation plutôt qu'une autre. Pour autant, en fait, ça ne s'est jamais vu, ça pourrait arriver, mais ça ne s'est jamais vu qu'on ferme totalement un des secteurs du spatial parce qu'on doit impérativement mettre toutes ses billes dans un autre, parce que finalement, heureusement, ça ne se fait pas en un jour. On a évoqué les problématiques de budget, vous avez parlé de la communication interne aux agences spatiales, et vous venez d'évoquer aussi un aspect assez important finalement dans notre compréhension de la conquête spatiale, c'est la temporalité. On est sur des longues durées, une mission, ça se fait en général à l'échelle d'une vie, contredisez-moi hein, si je dis des bêtises, mais est-ce que justement c'est pas aussi ça qui handicape le grand public, j'allais dire, dans la compréhension de ce que font les scientifiques Alors, évidemment, on est très influencé par Cassini, mais Cassini est l'exemple d'une mission d'une vie. Mais la très grande majorité des missions ne se font pas sur une vie. L'exemple des missions martiennes, par exemple, sont des missions qui, fort heureusement, les Américains sont meilleurs que les autres, ils ont beaucoup plus d'expérience, mais entre le concept et la mission, on a 10 ans. Et 10 ans, c'est pas une carrière. 10 ans, on voit défiler les missions martiennes et énormément de scientifiques et d'autres personnes, je pense que chez vous, on voit passer les missions martiennes et on suit les missions martiennes et il y a une actualité qui heureusement change tout le temps. C'est vrai que dès qu'on va vers le système solaire externe, dès qu'on part vers les planètes lointaines, là on est dans un contexte de temporalité beaucoup plus difficile à gérer dans les laboratoires et dans les centres spatiaux, puisqu'on est sur de très longues durées. Mais bon, faut bien imaginer qu'en fait, on travaille vraiment sur différents braquets, c'est aussi lié au budget, hein, mais il y a vraiment différents braquets dans les concepts de mission en fonction de leur complexité, de leur destination, et puis aussi de la priorité qu'on met aussi sur certains projets.
David Vossé, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace, donc, qui doit circuler dans la salle. Est-ce qu'on peut encore parler de l'espace comme d'un sujet de niche? Et comment est-ce que l'actualité du spatial a évolué depuis 40 ans? Est-ce que vous avez un retour critique là-dessus? Alors, depuis 40 ans, oula, écoutez... Vous étiez jeune à l'époque. Peut-être en maternelle, oui. Quoi dire? Un sujet de niche... Je crois pas. Enfin, bon, l'espace a toujours. Enfin, si on prend la temporalité de 40 ans, pour le coup, j'ai l'impression que peut-être même il était un peu plus présent il y a 40 ans. Enfin, il y a 50 ans. C'est vrai que le temps passe vite. On va bientôt fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune. À cette époque-là, pour autant que je puisse en juger, l'espace, on en parlait beaucoup. Et il y a toute une génération qui, d'ailleurs, aujourd'hui est très déçue de la façon dont les choses se passent, parce que finalement, en 69, on promettait pour le coup le voyage vers Mars pour tout de suite après. Hein. En 68, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace qui sort. On était vraiment dans une période enthousiaste, avec la certitude que l'exploration et l'expansion de l'humanité dans le système solaire, c'était pour demain. Donc il y a une période où je pense que l'espace a été très présent. Ça s'est calmé rapidement, puisqu'après le programme lunaire, qui finalement, il y a eu 3 ans de mission sur la Lune, et puis finalement la NASA a arrêté. Je crois qu'il y avait des projets justement pour continuer et puis aller vers Mars, et puis on a dit non, on fait la navette spatiale. On a fait la navette spatiale, on est passé à autre chose. Donc il y avait peut-être eu effectivement un petit creux. Alors aujourd'hui, oui, alors en Europe peut-être particulièrement, parce qu'on a quand même eu de très très belles missions. Hein. On vient de parler de Huygens, qui était quand même, pour moi, enfin en tout cas dans ma vie de journaliste, et oui de journaliste en l'occurrence, je pense que ça a été un moment clé, et aussi je pense pour l'Agence spatiale européenne, parce que c'était la première fois qu'elle posait une sonde sur un corps extraterrestre finalement, qu'elle n'avait jamais fait. On a vécu récemment Titan avec une épopée extraordinaire quand même, avec un robot dont on s'est demandé où il était arrivé, qu'on a entendu, pas entendu, qu'on a retrouvé finalement après qu'il était mort entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on personnifie beaucoup les sondes maintenant. Donc on a probablement l'impression qu'on en entend plus parler, et c'est sans doute vrai, sans doute parce que encore une fois l'Europe a fait de belles missions, mais qui ont été décidées, là on parle de Cassini et on parle de Rosetta, c'est des missions qui ont été décidées il y a un bout de temps. Donc ce qu'on peut souhaiter, alors ça a l'air d'être le cas, c'est qu'on continue à alimenter ce rêve en proposant toujours, là il faut faire confiance aux scientifiques, ils ne sont pas à court d'idées, mais il faut aussi des budgets, mais si on continue à alimenter ça en allant toujours envoyer des sondes, et puis surtout en parlant, il y a aussi un effort de communication à faire, donc c'est très bien ce que vous faites là. L'agence spatiale le fait mieux qu'avant, on va dire, voilà. La NASA le fait très bien et peut-être parfois trop bien, mais en tout cas, voilà, il y a aussi ce volet-là. Donc, il y a 2 choses là, l'activité scientifique elle-même, l'activité de l'exploration, la réalité de l'exploration, et la façon dont on en parle, la façon dont finalement c'est transmis au public. Là, je pense qu'il y a du mieux en Europe. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'on en parle plus. Voilà quoi dire de plus. Et puis après il y a la science-fiction. C'est vrai qu'on a eu pas mal de films de science-fiction ces derniers temps autour de l'espace. Je pense à Gravity, Interstellar, enfin il y en a eu d'autres. Écoutez, moi je m'en réjouis en tout cas. Et vous pensez qu'ils enverront un jour un journaliste dans l'espace? Sans doute. Vous seriez chaud? C'est presque sûr. Ça a déjà été fait. Un japonais, un astronaute japonais, ouais, le seul non médecin, ingénieur, scientifique ou pilote a été journaliste. D'accord, et justement, mais si vous deviez y aller, est-ce que vous seriez prêt à passer tous les tests qu'il faut pour aller justement dans l'espace, la préparation? Oui, c'est juste que l'apprentissage du russe va être difficile, mais c'est ce que disent tous les astronautes. Mais j'en fais déjà un petit peu. Justement, alors pour replacer les choses, la préparation, alors Thomas Pesquet, qui est revenu il n'y a pas longtemps de l'ISS, alors il est resté 6 mois en orbite basse, et pour cela, il a dû se préparer pendant 7 ans. Donc c'est une durée encore assez longue pour la durée du vol, enfin de l'expérience. Est-ce que vous savez où on en est en termes de progrès de ces préparations au voyage, et notamment si, bon là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais justement si demain une mission vers Mars se dessine, est-ce qu'il y aurait des choses à faire sur la préparation des astronautes? La préparation du corps. Notamment. Oui, on va dire, alors effectivement, tous les travaux. Alors pour le coup, l'intérêt d'avoir une station spatiale en orbite avec des gens à bord en continu, c'est qu'effectivement, on peut au moins apprendre comment le corps humain se comporte, comment il évolue en apesanteur, et ça peut servir pour un voyage sur Mars. Alors sur Mars, il y a de l'apesanteur, mais enfin, on peut passer par des moments où on a besoin d'être en apesanteur. Donc c'est intéressant. Au moins pour ça, la station spatiale, de voir un peu comment on se comporte. 7 ans, effectivement, 7 ans d'entraînement avant de voler.
Je crois que c'est 2 ans plus spécifiquement sur la mission, parce que donc il a une mission à faire. Donc dans les 7 ans, voilà, il y a une partie qui est en fait le tronc commun, on va dire, des astronautes, et qui fait qu'il pourra revoler. Thomas Pesquet, on lui souhaite d'ailleurs. Enfin, à mon avis, il repartira pour une mission. Donc, comment on évolue ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend effectivement dans l'espace. Vous savez, il y a des problèmes d'ostéoporose, donc on perd de la masse osseuse, on perd de la masse musculaire, on a des problèmes au niveau de la vision. Il y a tout un tas de paramètres physiologiques qui changent. Et il faut forcément apprendre à contrer ça, comment on contre ces désagréments, pour éviter quand même qu'après 6 mois de voyage, parce que c'est à peu près 6 mois pour aller sur Mars, ce qu'il faudrait éviter, c'est d'avoir des gens en parfaite santé sur Terre, entraînés pendant 7 ans, etc., génial, et puis au bout de 6 mois, ils arrivent totalement flappis, ils sont pas capables, même si la gravité est un tiers celle de la Terre, ils sont pas capables de bouger une charge, qu'ils soient malades, voilà. Donc il y a vraiment des choses à faire à ce propos. Je crois qu'une bonne partie des expériences de physiologie qui sont faites dans l'espace, d'une part, vont servir, c'est ce qu'on nous vend beaucoup d'ailleurs, pour les traitements sur Terre, pour différentes maladies. Je parlais de l'ostéoporose par exemple, mais ça va servir évidemment à la préparation d'un voyage vers Mars, c'est sûr. Mais il y a la préparation du corps, certes, mais il y a la préparation de l'esprit aussi, qui est aussi importante, voire peut-être même plus dans les missions martiennes, parce que c'est la grande inconnue. C'est-à-dire on peut faire toutes les missions de simulation qu'on veut sur Terre, jamais on n'arrivera à simuler, à savoir comment un être humain va réagir quand il va voir la Terre disparaître de son champ de vision et Mars ne pas apparaître pendant 6 mois à peu près, pendant 5 mois, ils verront plus la Terre et ils verront pas Mars. Ils seront au milieu de nulle part, dans la nuit noire, et il y aura, les étoiles seront fixes et voilà, et ils auront aucun moyen de se rapatrier sur Terre du jour au lendemain. Enfin voilà, c'est compliqué ça. On sait pas comment on va réagir. Ça se trouve ça se passera très bien et la question, on saura même pas pourquoi on se serait posé la question, mais ça c'est vraiment très compliqué. Et puis aussi, ça sera des missions de longue durée, donc sans doute 2 ans, 3 ans. Et comment gérer justement un équipage de quelques personnes, 4 ou 6, dans une boîte de conserve, dans des conditions absolument épouvantables et hostiles. Et c'est vraiment la grande inconnue. Et c'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet-là dans la BD d'ailleurs. Pas tant la technique, la technologie ou la physiologie, mais vraiment comment on va gérer une mission de ce genre humainement. C'est-à-dire parce que individuellement et en groupe aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui peut faire tout capoter. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à taper sur la gueule de l'autre au bout de 3 mois de voyage, on n'est pas rendu, mais ça peut faire capoter une mission, vraiment. Donc c'est vraiment super important. La préparation psychologique des équipages, la composition des équipages, faut pas se planter. Des gens qui savent travailler ensemble et qui mettent la mission avant leur propre volonté, leur propre ego. Enfin voilà, vraiment ça va être compliqué. Je doute pas qu'on y arrive, mais ça va être compliqué. Je vais ajouter un 3e élément sur le fait que souvent on le sait pas. Ils ont évidemment aussi en fait une préparation scientifique extrêmement poussée sur les domaines qu'ils ne connaissent pas. Faire tourner une manip sur la station internationale, c'est pas simple. Et de biologie en particulier, quand on s'appelle Thomas Pesquet ou n'importe qui d'autre, il faut quand même avoir un minimum de notions. Il y a des préparations très très dures sur ces sujets-là. Et pour l'anecdote, ça va bien au-delà de ça, parce que tout le monde pense quand même au vol vers Mars ou la Lune, ou etc. Et toutes les agences veulent éviter l'écueil qu'il y a eu dans les missions lunaires, d'envoyer des gens qui ne connaissaient strictement rien scientifiquement. C'était évidemment pas l'objectif des missions, excepté vers la dernière où en effet il y a eu un géologue. Et en fait, ça permet de faire un peu de pub pour le laboratoire de Nantes. Un de nos éminents chercheurs fait des formations pour les astronautes dans le cadre de géologie, dans le cadre de la préparation des astronautes au fait que où qu'ils aillent, de toute façon, il va falloir quand même qu'ils trouvent des cailloux. Et ils vont trouver que ça. Et si eux ne sont pas foutus de savoir ce que c'est, ça ne sert pas à grand-chose de dire qu'on va faire de la science là-bas. Et ça fait partie de ces choses qu'on sait moins, mais dans tout le cheminement d'un astronaute, il y a autre chose que de partir dans un tas de tôles. Ils sont quand même censés être véritablement extrêmement compétents sur une quantité de domaines qu'on n'imagine pas. Ça fait partie de la préparation en tant que telle. Et c'est pour ça que c'est long. C'est peut-être, je rajoute une chose, c'est peut-être une chose qui a évolué pour le coup dans la préparation et dans la sélection des astronautes, c'est qu'effectivement au début c'était des pilotes de chasse, pour faire simple, et puis finalement on a évolué vers des profils plus scientifiques. On a donc Claudie Agneray qui est médecin, Thomas Pesquet qui était
ingénieur super-héros. Il est pilote, Air France. Il est pilote, oui, et puis il est pilote de ligne pour le coup. Mais en tout cas, on a un recrutement qui est quand même beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'il ne l'était avant, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il faut être en bonne santé, mais il ne faut pas être non plus un surhomme pour aller dans l'espace. Par contre, sur quoi d'ailleurs insiste beaucoup Thomas Pesquet, ce qu'il faut aimer, et la qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut aimer apprendre. Parce que ça, je rebondis sur ce que vient de dire Olivier Grasset. Effectivement, ils passent leur temps à apprendre des choses nouvelles. Et ça, c'est une qualité qu'il faut avoir. Comme pour être journaliste, il faut être curieux finalement. Et comme scientifique. Donc, on a tout intérêt à envoyer des journalistes dans l'espace. Au début de la conquête spatiale, vous l'avez plus ou moins évoqué, Olivier Grasset, tout à l'heure, c'était une compétition de terres atteintes en quelque sorte. C'était le planter de drapeau qui primait. Est-ce qu'on peut encore parler de compétition aujourd'hui en 2017 et si oui, à quel niveau? David Fossé ou Olivier Grasset? Oui, on a évolué. Il y a toujours de la compétition. D'abord, pour répondre à la question, par contre, on a quand même bien évolué, parce qu'en effet, on ne parle plus de conquête, on parle d'exploration, donc c'est un grand pas en avant. Il reste une compétition claire, dans le sens où, au niveau des agences, j'entends, et des États membres, il y a quand même parfois, on sent ce sentiment qu'il ne faudrait quand même pas laisser l'autre arriver avant. Cette compétition n'est pas, comment je vais dire, ressentie au niveau des scientifiques. Nous, les missions sont tellement rares que dans la mesure où il y en a une qui part, c'est la communauté internationale qui se fédère pour être embarquée en termes d'instruments, j'entends, et qui va tout faire pour qu'on fasse le maximum de science. Mais on a des exemples très concrets où, dans la mesure où une mission est sélectionnée à un endroit, une autre agence va faire ce qu'elle peut pour arriver avant. Ou pour faire le même projet, mais le sélectionner avant. On a un exemple extrêmement concret aujourd'hui entre une interaction et ESA-NASA. Mais c'est pas la compétition à laquelle peut-être vous faites référence d'il y a quelques 30 ou 40 ans. Mais bien évidemment, j'ai tendance à dire qu'elle est plutôt saine aujourd'hui. C'est-à-dire dans le sens, c'est pas plus mal qu'il y en ait aussi, parce que ça pousse un peu à aller de l'avant et à accélérer les processus de sélection et de conception des projets. Voilà, bon, je vais laisser les autres s'exprimer, mais la compétition existe, ça n'a rien à voir avec l'époque de la conquête spatiale. Est-ce que si compétition il y a, elle ne se situe pas justement peut-être plus au niveau de l'équipement, des technologies? Il y en a à tous les niveaux. Il y en a d'abord au niveau des agences pour ce qui est parfois d'être quand même le premier à arriver ou de faire la meilleure science. Il y en a au niveau des industries, des entreprises qui vont fabriquer les engins spatiaux, parce que quand il y a un concept de mission, il y a toujours 2 à 3 entreprises. En Europe, il y a 3, en gros, il y a 3 entreprises. Il y a Astrium, il y a Thales Alenia Space, et puis il y a OHB. Et très régulièrement, il y en a au moins 2 qui vont répondre à tout appel d'offres, et il n'y en a qu'une qui aura le jackpot. Mais c'est juste normal. C'est un processus normal de fonctionnement. Et ensuite, en fait, c'est vrai, il y en a aussi au niveau scientifique, dans la mesure où les instruments, plusieurs laboratoires, on va plutôt parler de consortium, c'est pas un seul laboratoire, mais plusieurs consortiums vont pouvoir proposer une technologie et un instrument compatible avec les objectifs de la mission. Donc à tous les niveaux, cette compétition existe, mais celle-là est juste parfaitement normale, et heureusement qu'il y en a une, parce que ça permet quand même d'avoir le meilleur instrument possible, d'avoir le meilleur engin spatial, tout en respectant une marge très classique qui est celle du coût. Enfin, il y a une obligation sur le coût qui, on sait, exploserait rapidement s'il n'y a pas quelques guidelines, et l'un d'entre eux, c'est évidemment la compétition au départ. Mais c'est même plus complexe que ça, parce que par exemple l'ISS, c'est certes un formidable laboratoire pour faire de la science, mais c'est aussi un instrument de diplomatie incroyable. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes entre la Russie et les États-Unis sur Terre, qui commencent à se chamailler sur des problèmes de je sais pas quoi, de Crimée, d'Ukraine, enfin bon, peu importe, il y en a pour dire si vous faites pas comme je veux, je vous coupe le courant dans votre module de la station spatiale, et les autres qui répondent bah oui, mais d'accord, mais si tu fais ça, alors moi j'envoie plus tes astronautes là-haut et tu seras bien emmerdé parce qu'en fait il y a que moi qui peux le faire. Et en fait c'est comme ça qu'ils trouvent un terrain d'entente sur Terre
parce qu'il y a cette station dans l'espace où ils sont obligés de travailler ensemble. Et pas que eux, parce que la Station spatiale internationale est par définition internationale, donc ça ne correspond pas que aux États-Unis et à la Russie. Mais donc voilà, l'espace est aussi le spatial est aussi un outil d'entente entre les nations, et des nations qui ne se seraient pas forcément entendues, soit historiquement, soit voilà, pour des problèmes de géopolitique ou d'économie. Et on parlait des Chinois tout à l'heure, mais là par exemple, oui, les Chinois c'est un peu plus fermé, c'est un cas un peu spécial, mais il y a des accords qui ont été signés il n'y a pas longtemps entre l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, et la Chine. Là, Thomas Pesquet, depuis qu'il est revenu, il reprend son apprentissage du mandarin. Voilà, donc il n'est pas exclu qu'il vole sur la station spatiale chinoise, par exemple. Donc voilà, oui, il y a une compétition, mais oui, voilà, comme disait Olivier, elle est parfaitement saine, et c'est ça qui fait avancer les choses. Et il n'y a pas que la compétition entre agences ou entre pays, il y a aussi la compétition saine, encore une fois, entre public et privé. Voilà, qui depuis quelques années vraiment se développe et qui est très 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 intéressante à suivre au jour le jour. On est plus du coup, et potentiellement aussi à cause des problématiques de budget, sur des envies de collaboration, sur des logiques de collaboration internationale de toute façon. Bah oui, la Station spatiale internationale, c'est ça, depuis 20 ans, puis même avant. Mir, c'était déjà ça. Cassini, puis les missions, oui, Cassini-Huygens, c'est NASA-ESA, même le télescope Hubble, c'est NASA-ESA. Voilà, ExoMars, ce sera russo-européen. Voilà, c'est en général. Vous me dites si je me trompe, mais il y a de moins en moins de missions qui sont faites avec juste une agence spatiale. Ça arrive encore, mais en général, on se regroupe. Donc pardon, mais oui, vous vous trompez. Ouais, il y a quand même il y a quand même cette volonté aujourd'hui de garder le leadership sur la très grande majorité des missions. Il y a quelques exceptions évidemment, comme le James Webb qui a été mentionné tout à l'heure, qui sont des tellement gros projets qu'il n'est pas possible de le faire avec une seule agence. Mais aujourd'hui, on est quand même sur une tendance où c'est vrai qu'il y a nécessairement un partenaire, on se comprend, mais il y a toujours un leader. Et c'est le leader qui tient les rênes, et c'est pas une coopération parfaitement. D'ailleurs, c'est exactement le cas de Cassini-Huygens aussi. La coopération existe parce qu'à un moment donné, on peut ajouter une cerise sur le gâteau, et on voit que ce serait pas mal d'utiliser les savoir-faire et surtout les budgets d'un partenaire. Et encore une fois, ça n'a rien de choquant, c'est parfaitement normal. Mais la logique du leadership n'a pas changé, et il y a quand même toujours une agence ou on va dire un pays parfois qui a le leadership d'une mission. Alors j'allais vous poser la question justement, est-ce qu'on peut qualifier la mission Cassini de modèle de coopération internationale ? Oui, bien sûr. C'était pas très clair. Moi, je ne vais pas répondre. Je n'en sais rien. En fait, très honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, à partir d'un certain montant, une agence en fait peut pas partir toute seule, quoi. Donc le JWST, surtout qu'il y a beaucoup. Le JWST, c'est le successeur. On est souvent présenté comme le successeur de Hubble. On en est à 10 milliards quand même de dollars pour cette mission. C'est beaucoup plus que ce qui avait été anticipé. Bon, en tout cas, l'Europe paye aussi une partie. Alors, une petite partie, puis de plus en plus petit, j'ai l'impression, parce que sur les 300 millions, donc c'est très très peu. Mais au départ, il devait coûter beaucoup moins cher ce télescope. En tout cas, voilà. Donc, de toute façon, à partir d'un certain niveau, le voyage vers Mars, honnêtement, même la NASA, quand elle part du voyage vers Mars, on a l'impression qu'elle n'ira pas toute seule, quoi. Donc, c'est des budgets qui sont beaucoup trop importants pour être portés. Ou alors, ils pourraient être portés par une nation seule, mais il faudrait vraiment que ce soit un engagement de toute la nation. Je sais pas, un projet Manhattan, même si en fait le projet Manhattan il a coûté beaucoup moins cher que la Station spatiale internationale. Mais on est sur des missions qui coûtent de plus en plus cher ou pas ? Et d'ailleurs, est-ce que les budgets augmentent ou je suppose que la question est un peu naïve, mais... Non, les missions coûtent de moins en moins cher. De moins en moins cher. Si on repart au début de l'histoire et qu'on parle des missions lunaires, on fait des missions aujourd'hui qui sont sans commune mesure en termes de budget avec ce qui se faisait à l'époque où on comptait pas l'argent. Donc aujourd'hui, les missions qu'on fait coûtent sans doute cher, mais le rapport qualité-prix est de plus en plus élevé. C'est très clair. C'est pour ça aussi qu'elles prennent du temps, dans la majorité des cas, à être conçues. Mais il y a un budget extrêmement serré et un retour qualité qui est exceptionnel. Elles ne coûtent pas toujours plus cher. Bon, après, je nuance mon propos. C'est pas si positif que ce que je veux dire là. Non, je vais me permettre de revenir parce que j'étais un peu court tout à l'heure. Non, Cassini-Huygens, à l'évidence, c'est quand même aujourd'hui la fête, même si c'est une fête un peu triste, mais Cassini-Huygens, c'est une formidable
absolument formidable démonstration de la capacité à faire de la coopération internationale pendant 30 ans non-stop et avec des écueils parfois, enfin des périodes extrêmement difficiles, avec des points de blocage extrêmement compliqués, en particulier lors de la conception du projet. J'étais pas encore dans la boucle, mais j'en ai entendu parler depuis. C'est la démonstration, si c'était nécessaire, de cette capacité à faire quelque chose d'absolument formidable et dans la durée. Et dans la durée, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour, les réunions qu'on appelle les PSG Cassini, qui sont les réunions des responsables instrumentaux de Cassini, qui sont donc, il y en a partout dans le monde, ont jusqu'à la fin fédéré la communauté scientifique. C'est pas que les Américains, c'est pas que les Européens, c'est tout le monde, sur un projet commun et sans aucune préoccupation à savoir quelle serait la propriété intellectuelle. Bon, après, les agences, elles, avaient cette préoccupation, mais les scientifiques et globalement le grand public, c'est accaparer, enfin ceux qui sont un peu intéressés par le spatial, se sont accaparés ce projet et ne se posent pas la question. C'est une mission essentiellement internationale et c'est un exceptionnel succès. Juste pour rajouter, alors pour modérer cette idée peut-être que j'ai donnée que la coopération fonctionnait bien. La coopération fonctionne bien, mais par contre, il y a un chiffre qui est quand même important, il faut garder en tête, c'est que la première agence spatiale du monde, c'est pas la NASA, c'est le Pentagone. C'est-à-dire que le spatial militaire américain, le budget du spatial militaire américain est le double du spatial civil, de celui de la NASA. Et celui de la NASA est déjà le premier budget spatial mondial. Je crois que c'est à peu près le budget de l'ESA plus celui de la Chine plus celui de la Russie. Et ça, c'est le budget de la NASA. Donc 19 milliards pour 2017. Voilà, donc les Américains déjà, la NASA vraiment écrase d'une certaine manière en termes de ressources, elle met vraiment le paquet. Mais il faut savoir que c'est pas le civil qui en plus domine, c'est le militaire qui est 2 fois le budget de la NASA. Et les militaires, ils sont pas dans la coopération internationale. Hein. Effectivement. J'ai considéré que c'était hors sujet. Et voilà, je suis resté dans le domaine civil. Pour revenir sur Cassini, donc la sonde, de par ses dimensions, hein, 7 mètres sur 4 ou 6,7 mètres exactement, c'était déjà une prouesse technique, hein, un petit bijou de technologie dans les années 80 quand elle a été conçue. Quelle peut être la prochaine étape du coup, sachant que Cassini a déjà outrepassé les espérances en termes de découverte et de prouesse technique? Quand je regarde comme ça, c'est que j'ai pas compris la question. C'est-à-dire, j'avais pas capté son regard, c'était pour Vassili la première fois. Ouais. En gros, maintenant que Cassini, c'était quelle future mission vous entendez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui, quoi? C'est comme en toute chose, le spatial comme ailleurs, quand on va quelque part, on a des questions et on apporte des réponses. Et qu'est-ce que font ces réponses? Elles ne font que poser... elles nous apportent d'abord une compréhension essentielle, mais qui nous permettent d'aller plus loin et de poser de nouvelles questions. C'est comme ça que ça a fonctionné sur Jupiter. Sur Mars, ça fonctionne comme ça. Sur Jupiter, on a eu les vols Voyager, on a eu l'exceptionnel succès à relativiser compte tenu de la panne de l'antenne, mais l'exceptionnel succès de la mission Galileo, qui va être suivi par le projet européen JOST, qui va être suivi par le Europa Orbiter de la NASA. Pourquoi on va en sortir 2 nouveaux projets sur Jupiter? C'est parce que grâce à Galileo, on a fini l'époque d'exploration et on arrive à l'époque de la caractérisation du système de Jupiter. Dans le contexte de Saturne, on est exactement dans le même cas. La mission Cassini, c'est un peu le pendant de la mission Galileo à Jupiter. La mission Cassini, de manière beaucoup plus complète, c'est vrai que Galileo, a donné une exploration quasi complète du système saturnien et a posé une foultitude de questions sur tout. Depuis le système de Jupiter lui-même, de Saturne lui-même, c'est-à-dire la planète, mais jusqu'à la notion d'océan, de dynamique d'Encelade, et évidemment Titan dont on a parlé au départ. Donc la phase de caractérisation, c'est quoi? C'est explorer Titan, c'est explorer Encelade, c'est plonger dans Saturne, c'est-à-dire des missions dédiées qui vont adresser les questions que Cassini nous a aidé à poser. Et c'est l'étape suivante. Juste une image, parce que c'est vrai que Cassini c'est extraordinaire, mais quand on pense à ce qui va se passer, mais c'est encore plus beau. On a une image de Titan là, et on voit les lacs ou les mers, enfin on peut les appeler plutôt des lacs qui sont pas trop profonds, je crois, sur Titan. Il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui se disent mais il faut envoyer un sous-marin sur Titan en fait. C'est pas une sonde c'est magnifique. Et donc il y a des gens qui réfléchissent sérieusement, qui ont fait des propositions en ce sens. Donc je sais pas quand ça aura lieu. Mais ça aura lieu. Et donc, on peut très bien dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut aller plonger dans les mers de Titan. Waouh!
Ça fait partie des potentialités. Exactement. Oui, alors justement, on va retourner au LPG. Maintenant que Cassini est terminé, est-ce que vous avez quand même de quoi vous mettre quelque chose sous la dent? Est-ce qu'il y a des prochaines coopérations, des prochaines missions qui vous sont déjà attribuées, sur lesquelles vous planchez déjà? Le LPG, c'est quand même 100 personnes. Hein. Et heureusement, et pas que de la planétologie, mais il y a en fait des contributions sur énormément de missions. Et Cassini, Huygens, c'était une question du début, je vous ai expliqué en quoi le LPG était impliqué dedans, mais Cassini-Huygens n'est qu'une mission parmi plein d'autres. Heureusement, parce que si un labo de Planéto ne met toutes ses billes que dans une seule mission, il va, si jamais elle rate au départ, on n'en parle même pas, mais bien évidemment, on est impliqué sur plein de missions, clairement sur les projets martiens, beaucoup sur les projets martiens, sur les projets Mercure, avec la mission Bepi Colombo de l'ESA qui va partir bientôt. On a aussi on travaille sur des missions d'observation de la Terre en cours et à venir. Et ensuite, on est sur les projets d'exploration du système solaire externe. Donc, des gens du laboratoire sont dans les préparations des missions. Alors, j'ai oublié, en plus, elle est dans la salle. Donc, il y a aussi un projet de mission vers Vénus et on a des gens qui travaillent sur ces projets-là. Mais ensuite, sur le système solaire externe, on est dans tous les projets actuellement, qu'ils soient européens ou américains. On est impliqué dans toutes les projets, on va dire qu'ils soient à l'état de concept ou qu'ils soient à l'état de fabrication, de retour vers Jupiter, de retour vers Saturne et même au-delà. Voilà. Donc le labo n'est pas en manque d'activité parce que la mission Cassini vient de s'arrêter. Comme je vous l'ai dit au début, de toute façon, les données Cassini, elles sont toujours là. Hein, et on n'a pas fini de les traiter et à faire de la science avec. On s'inquiétait pas pour de vrai. Oui, du coup, on va terminer cette conférence. Merci d'être venu et merci à vous aussi d'être venu et à ceux qui regardent la rediffusion.